On a tous connu ce moment. On est en cours, on prend des notes super sérieusement, et puis quelques jours après, on relit tout ça et plus rien. Le vide. C'est une expérience que tout le monde partage et franchement, c'est super frustrant. Du coup, ça nous amène à une question assez fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on oublie la quasi-totalité de ce qu'on entend dans un cours magistral? C'est vraiment la question qui a occupé les chercheurs en sciences cognitives pendant des décennies. Et vous allez voir, la réponse est non seulement surprenante, mais elle est aussi hyper utile. Et attention, ce n'est pas juste un souci pour les étudiants, loin de là. Les profs, eux aussi, ressentent cette frustration. Imaginez un peu, passer des heures à préparer un cours, à l'enseigner avec passion, et puis, au moment de corriger les copies, réaliser que l'essentiel est complètement passé à côté. Ce n'est la faute de personne en particulier, c'est juste le signe que la méthode elle-même, elle a peut-être fait son temps. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour cette première partie, on va parler de ce qu'on appelle l'illusion du cours magistral. Et on va s'attaquer à une idée reçue qui a la vie dure. Le fait d'enseigner quelque chose ne veut absolument pas dire que quelqu'un est en train de l'apprendre. Le principal coupable, en fait, c'est un biais cognitif assez fascinant, la malédiction du savoir. C'est tout simple. Une fois qu'on est expert dans un domaine, notre cerveau a un mal fou à se souvenir de ce que c'était de ne rien y comprendre. L'expert a, en quelque sorte, oublié le chemin qu'il a parcouru, toutes les petites difficultés, et ça rend la transmission de ce savoir hyper compliquée. Bon, ça nous amène à une question essentielle. Si le modèle classique ne fonctionne pas si bien que ça, alors c'est quoi le véritable objectif? On va regarder ensemble quels sont les vrais buts de l'apprentissage. Et petit indice, ça va bien plus loin que d'avoir une bonne note à l'examen. D'un côté, on a l'objectif qu'on voit tous, passer l'examen. C'est ce qui semble le plus important sur le moment. Mais de l'autre, il y a les vrais objectifs, ceux qui comptent pour la vie. Premièrement, la rétention à long terme, c'est-à-dire être capable de se souvenir de ce qu'on a appris des mois, voire des années plus tard. Et deuxièmement, le transfert de compétences. Le plus important peut-être, être capable d'appliquer ce savoir dans des situations nouvelles, imprévues. Alors la question à 1 million. Si rester assis à écouter passivement, ça ne marche pas, comment on fait pour apprendre pour de vrai? C'est vraiment le cœur du problème. Et la bonne nouvelle, c'est que la science a des réponses très claires et très concrètes à nous donner. C'est parti, on va voir comment on peut littéralement hacker notre mémoire. On va se pencher sur 2 stratégies, qui ne sont pas juste des astuces, elles sont prouvées par des tas d'études scientifiques et elles peuvent complètement changer la donne. Quand on doit réviser, quel est le premier réflexe? Pour 99% des gens, c'est relire ses notes, encore, et sortir les surligneurs de toutes les couleurs. On a l'impression d'être hyper productif, non? Eh bien, préparez-vous parce que la recherche est unanime, c'est l'une des méthodes les moins efficaces qui existent. Et ce graphique le montre parfaitement. Regardez bien les chiffres, c'est hallucinant. Des étudiants ont relu une liste de mots 8 fois. 2 jours plus tard, ils s'en souvenaient à 17%. Un autre groupe a passé 2 fois moins de temps, mais au lieu de relire, ils se sont auto-testés. Résultat, 39% de mots retenus. C'est plus du double. La conclusion est simple. L'acte de forcer son cerveau à aller chercher une info est infiniment plus efficace que de la lui resservir passivement. Et voilà le point absolument fondamental à comprendre. L'effort qu'on fait pour se souvenir, ce n'est pas juste pour vérifier si on sait ou pas. Non, c'est l'effort lui-même qui est l'acte d'apprendre. C'est cet effort qui renforce les connexions dans notre cerveau, qui grave le souvenir plus profondément. C'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. Deuxième stratégie tout aussi puissante, la pratique espacée. Là encore, le graphique parle de lui-même. Voyez la première barre? C'est le bachotage, le fameux cramming la veille de l'examen. Sur le coup, on a l'impression de tout savoir. Mais 1 mois plus tard, pouf, presque tout a disparu. Maintenant, regardez la deuxième barre. C'est le même temps d'étude mais réparti sur plusieurs sessions. La rétention est spectaculairement meilleure. En fait, on utilise l'oubli à notre avantage. Laisser un peu de temps passer nous force à faire un plus grand effort pour nos souvenirs, et comme on l'a vu, c'est cet effort qui consolide la mémoire. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, dans une salle de classe, on fait comment? Comment on met ça en pratique? Eh bien, la clé, c'est de passer d'une écoute passive à un engagement qui est vraiment actif. C'est exactement la question que s'est posée Eric Mazur, un physicien de Harvard. Il s'est rendu compte que ses étudiants, pourtant brillants, n'intégraient pas les concepts. Il s'est dit: à quoi bon passer 1 heure à leur raconter des choses qu'ils peuvent lire dans leurs livres? Comment est-ce que je peux utiliser ce temps précieux qu'on a ensemble de manière beaucoup plus intelligente? Et il a mis au point une méthode d'une simplicité géniale. Ça se passe en 4 temps. D'abord, il pose une question de concept, pas un simple calcul. Deuxièmement, chaque étudiant réfléchit et vote individuellement. Troisième étape, et c'est là que tout se joue, les étudiants doivent se tourner vers leurs voisins et discuter. Ils doivent défendre leurs réponses, essayer de se convaincre mutuellement. Et enfin, 4e étape, tout le monde vote une seconde fois. Les résultats avant et après sont souvent incroyables. Mais alors pourquoi ça marche aussi bien? C'est simple. Un étudiant qui vient tout juste de piger un concept est souvent un bien meilleur prof qu'un expert.
Pourquoi? Parce qu'il se souvient encore des blocages, des fausses pistes qu'il a pris juste avant de comprendre. Il parle le même langage que celui qui est encore bloqué. En fait, c'est l'antidote parfait à la malédiction du savoir dont on parlait tout à l'heure. Une autre technique super puissante, c'est la prédiction. Regardez ces chiffres. On montre une expérience scientifique à 2 groupes. Au premier, on dit juste « observer ». Au second, on demande d'abord de prédire le résultat. Le deuxième groupe est bien meilleur pour expliquer le concept ensuite. La raison est simple, en faisant une prédiction, on est obligé de mobiliser ce qu'on croit savoir. Et si le résultat est différent, ça crée une sorte de mini-choc dans le cerveau, une surprise, qui nous rend beaucoup plus réceptifs à la nouvelle information. Ok, on arrive à la dernière partie, le moment où on assemble toutes les pièces du puzzle. On a vu l'importance de se tester, d'espacer ses révisions, de s'engager activement. Mais est-ce qu'il y a un outil qui permet de faire tout ça à la fois de manière simple et efficace? La réponse, vous allez voir, est presque déconcertante de simplicité. L'outil ultime qui combine tous ces principes, ce sont les quiz. Mais attention, pas n'importe lesquels, des quiz fréquents et surtout à faible enjeu. Pas des gros examens qui stressent, mais des petits tests réguliers. Alors, pourquoi est-ce que c'est si génial ? Eh bien, premièrement, ça force à pratiquer la récupération espacée, les 2 stratégies les plus efficaces qu'on a vues. Ça donne un retour immédiat à l'étudiant. Ok, ça je maîtrise, mais ça, pas encore. Ça donne aussi un retour au prof qui voit tout de suite où sont les difficultés. Ça fait remonter à la surface les idées fausses cachées. Ça oblige 100% de la classe à être active. Et cerise sur le gâteau, ça fait baisser la pression de l'énorme examen final. Et pour conclure, j'aimerais laisser une question en suspens. Et si on changeait complètement notre perspective? Si le but de l'enseignement, ce n'était plus de couvrir le programme, de cocher toutes les cases, mais plutôt de découvrir la compréhension chez chaque personne. L'objectif ne serait plus de simplement transmettre un maximum d'infos, mais de s'assurer que les idées fondamentales sont vraiment comprises, solidement ancrées et prêtes à être utilisées pour tout le reste.